Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? J'espère que oui. Vous devriez voir les diapos sur l'écran. Donc, ça me fait plaisir d'être aujourd'hui avec vous, avec mon collègue Jean-Philippe Gouin pour vous présenter des résultats de recherche sur la pandémie. Donc, effectivement, moi aussi, j'espérais que ce soit la dernière fois qu'on parle de pandémie aujourd'hui, mais malheureusement, on a encore un petit... on va sûrement entendre parler pendant un certain laps de temps. Oui, ça va mieux présentement la situation au Québec. Donc, si on compare la première vague au mois de mars 2020, mais il y a encore beaucoup de choses, des progrès à réaliser de ce côté-là. Donc, nous, on a fait une étude qui a commencé justement au mois de mars 2020, dès la première vague de la pandémie, pour essayer de comprendre comment les personnes âgées réagissaient face au virus. Est-ce que ça provoquait chez les personnes âgées de la détresse? Est-ce que les personnes âgées ont adhéré ou non aux consignes de distanciation sociale? Donc, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on va présenter les résultats de notre étude longitudinale sur la question. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui avec mon collègue Jean-Philippe Gouin. Donc, je vais commencer la présentation sans plus tarder. Juste un instant, petit problème technique. Voilà, ça devrait. Donc, les impacts de la pandémie chez les aînés, vous le savez, écoutez, il n'y a pas de nouveauté ici. Il y a un risque accru de complications médicales et de mortalité. Selon les dernières statistiques, plus de 90% des décès depuis le début de la pandémie sont chez les 70 ans et plus. Donc, vu que les aînés, les 70 ans et plus, sont plus à risque de décéder des complications de la COVID, on pourrait penser que ces gens-là vivent plus de détresse psychologique que les groupes plus jeunes. On va voir tantôt, est-ce que c'est vraiment le cas? Les mesures de confinement sont plus strictes chez les personnes âgées, surtout la première vague dans les résidences, les RPA, les résidences pour personnes âgées, les CHSLD. Donc, il y a eu beaucoup de mesures de confinement qui ont été, des mesures qui ont été mises en place pour protéger les personnes âgées. Donc, encore là, quand tu es confiné, donc tu vis plus d'isolement social, est-ce que tu es plus à risque d'avoir des complications médicales? Est-ce que tu es plus à risque de souffrir de détresse psychologique? C'est une autre question qu'on peut se poser. Également, depuis le début de la pandémie, il y a une perte, et puis il y a eu beaucoup de difficultés d'accès aux aidants naturels et aux services médicaux. Donc, les gens, les personnes âgées qui étaient habituées de recevoir de la visite à la maison pour se faire aider d'un proche ou d'un professionnel de la santé, donc ces visites-là ont du jour au lendemain arrêté. C'était de plus en plus difficile, puis c'est encore limité, les services de santé. Donc, c'est plus difficile d'avoir accès à des spécialistes dans le réseau. Donc, les aînés ont subi cette conséquence-là. Et l'isolation sociale, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont isolées socialement, qui étaient isolées socialement avant la pandémie. Donc, si la personne âgée était isolée socialement avant la pandémie, les mesures mises en place ont probablement exacerbé. Donc, ça a été exacerbé tout ça, l'isolement social, par les mesures de distanciation sociale. Donc, tu es déjà isolé, puis là, on t'a dit de rester chez toi, de ne plus voir tes petits-enfants, de ne plus voir tes enfants. Donc, tout ça peut avoir des séquelles, des conséquences sur ta santé psychologique, sur ta santé physique, sur ta santé cognitive. Les objectifs de la conférence aujourd'hui sont les suivants. Donc, on va présenter des données sur la détresse psychologique vécue par les aînés québécois depuis le début de la pandémie. On va présenter également des données sur les changements au niveau de la satisfaction face à la vie, de l'activité physique et du sommeil durant la pandémie, toujours chez les aînés québécois. Et on va présenter des données sur le respect des mesures de distanciation sociale et les autres consignes sanitaires chez les aînés québécois. Donc, est-ce que vous avez respecté, autrement dit, les consignes de distanciation sociale qu'on connaît tous depuis le début de la pandémie? Donc, tantôt, vous allez voir, il y a des données sur le sujet, des données québécoises là, qui permettent d'en apprendre un peu plus sur le sujet. Donc, c'est une étude. Ici, vous avez une méthodologie. La méthodologie de l'étude, il y a 3 temps de mesure. En fait, il y a 4 temps de mesure. Il y a un T4 qu'on vient tout juste de faire, mais qu'on ne présentera pas aujourd'hui. Donc, on va présenter des résultats sur les 3 premiers temps de mesure. Donc, le premier temps, c'est le premier confinement. Les entrevues ont été réalisées d'avril en juin 2020. Donc, l'année dernière, on a interviewé 577 personnes âgées. Le deuxième temps de mesure a eu lieu en juillet et août 2020.
Donc, il y a eu 391 personnes âgées qui ont été interviewées. Et le troisième temps de mesure, c'était l'automne passé, juste avant Noël, donc septembre à décembre 2020. On a interviewé 391 personnes. Donc, à peu près, il y a 68 des gens qui avaient répondu au temps 1, qui ont répondu au temps 2 et temps 3. Et la pertinence de cette étude-là, c'est de suivre les gens dans le temps, donc de voir comment la détresse psychologique évolue dans le temps. Il y a eu des entrevues téléphoniques, donc c'est comme tout s'est fait à distance. On ne pouvait pas rencontrer des personnes âgées face à face, évidemment, dû aux mesures de distanciation sociale. Donc, tout s'est fait au téléphone. C'est des entrevues qui duraient à peu près 60 minutes. On a mesuré différents concepts, dont la détresse psychologique, la satisfaction face à la vie, le niveau d'activité physique, le sommeil, est-ce que les gens respectent ou non les consignes sanitaires. Un peu plus tard, tout au long de la présentation, on va vous présenter des exemples de questionnaires utilisés pour mesurer ces concepts-là. Ça va vous aider à comprendre la définition des concepts qui ont été mesurés. On a mesuré beaucoup plus de choses que ça, mais aujourd'hui, dû aux limites de temps, on ne peut pas tout vous présenter. Donc, on va vous présenter des choses qu'on considérait intéressantes, les résultats qu'on trouvait intéressants. Au niveau des participants, on les a recrutés. Il y avait différentes sources de recrutement. Il y avait la banque de participants du Centre de recherche de l'UGM. Il y avait l'étude, le consortium sur l'identification précoce de la maladie d'Alzheimer au Québec, donc le CIMAQ, et ESA Service. ESA Service, c'est une enquête réalisée auprès de personnes âgées qui date de plusieurs années, une enquête réalisée auprès de personnes âgées qui consultaient en première ligne un médecin de famille. Donc, nous, on avait demandé à ces gens-là, est-ce que vous nous autorisez à vous recontacter pour une autre étude? Donc, on les a recontactés, certaines de ces personnes-là, pour cette étude-ci. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on peut comparer les données pré-pandémie avec les données post-pandémie pour voir comment les gens ont évolué au niveau de la détresse psychologique, au niveau de l'activité physique, etc. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut regarder de ce côté-là. Critère d'inclusion est âgé de 65 ans et plus. Donc, pour nous, c'est une personne âgée. Je sais que ce n'est pas très âgé, 65 ans et plus, là, mais au niveau de la recherche, on définit souvent ça comme étant une personne âgée. Donc, on les appelle les jeunes âgés en recherche, les 65 ans et plus. Les critères d'exclusion, donc souffrir d'un déficit cognitif sévère qui empêche de répondre aux questionnaires au téléphone. Présenter des difficultés auditives empêchant également de remplir les questionnaires au téléphone, de répondre aux questions durant l'entrevue. Donc, si la personne n'entendait pas bien, on ne pouvait pas l'inclure dans le projet de recherche, malheureusement. Il y a 1015 individus qui ont été contactés dans les 3 banques de données que j'ai présentées tantôt. Puis à peu près la moitié de ces gens-là, un 52,6 qui ont accepté de participer à l'étude pour donner à peu près 570 au temps 1. Donc, voici une description sommaire de l'échantillon au temps 1. Donc, ça, c'est dès la première vague de la pandémie au printemps dernier. Donc, l'âge moyen, je disais tantôt, 65 ans et plus, mais c'était des gens quand même beaucoup plus âgés, presque 80 ans, nous répondant. La majorité, presque 3 participants sur 4 c'était des femmes. Donc, la plupart étaient d'origine caucasienne, des Blancs. Donc, la plupart, en fait, la moitié vivait seule. Revenu moyen, le revenu annuel, moins de 25 000, c'est à peu près un quart de notre échantillon. Et il y a 30 qui prenaient au moins 5 médicaments et plus par jour. Donc, 5 médicaments et plus par jour, 30 de l'échantillon. Donc, voilà pour un portrait sommaire de notre échantillon. Concernant le premier concept mesuré, puis moi, je vais vous présenter des résultats sur ce concept-là, puis plus tard, durant la présentation, mon collègue va vous présenter d'autres résultats sur d'autres concepts mesurés. Ici, la détresse psychologique, vous avez des exemples de questions. On a utilisé le CODIS, le Kessler. C'est un instrument qui mesure le niveau de détresse psychologique. Il y a 10 questions. Donc, ici, je vous présente seulement 4 questions. C'est juste pour vous donner une petite idée, qu'est-ce que cet instrument-là mesure. Donc, au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti nerveux, nerveuse? Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti désespéré, bon ou bonne à rien, que tout était un effort? Donc, vous voyez, le concept de détresse psychologique, c'est un concept parapluie qui inclut l'anxiété, la dépression. Donc, quelqu'un qui cote fort, qui cote élevé sur ce questionnaire-là, a probablement des symptômes d'anxiété, de dépression sévère. Donc, il y avait une échelle de cotation de jamais à tout le temps. 10 questions au total. Donc, voici les résultats première vague. En fait, le temps 1, il y a
21% de notre échantillon qui présentait un niveau de détresse psychologique élevé, donc significativement élevé au CODIS, un 20%, puis un 80% qui allait quand même assez bien. Juste pour vous donner une petite comparaison, l'anxiété, la dépression chez les aînés, oubliez la pandémie, ça tourne autour de 8 à 10 les taux de prévalence d'anxiété. Des fois, c'est plus bas, 6 à 10 environ les taux d'anxiété de dépression chez les aînés. Ici, on parle d'un 20 Donc, il y a beaucoup plus. Et est-ce que tout ça a doublé depuis le début de la pandémie? Si on compare les données post-pandémie avec les données pré-pandémie, c'est difficile à dire. Nous, on n'a pas des données qui permettent de confirmer ça, mais c'est intéressant de constater qu'il y a quand même un 21 qui présente un niveau de détresse psychologique élevé, première vague. Et là, la question qu'on peut se poser, est-ce que ce niveau-là s'est maintenu durant les 3 temps de mesure, donc entre mars et décembre 2020? Et la réponse est oui. Donc, vous voyez qu'il y a très peu de différence au niveau du niveau de détresse psychologique chez les aînés depuis le début de la pandémie, en fait, entre mars 2020 et décembre 2020. Et je pense que c'est probablement la même chose présentement. Là. On n'a pas encore analysé les données du T4, mais c'est probablement quelque chose qui ressemble à ça. Donc, c'est un concept, le niveau de détresse psychologique est là. Il y a un 20% des aînés qui ne vont pas bien et c'est relativement stable depuis le début de la pandémie. Ici, c'est un tableau qui est super intéressant, qui permet de regarder, on a fait des analyses de régression notamment pour voir quelles sont les variables mesurées au T1 qui permettent de prédire les scores moyens de détresse psychologique au fil du temps. Autrement dit, à travers nos temps de mesure. La colonne de gauche, c'est les variables qui ne sortent pas de façon significative. Donc, l'âge ne permet pas de prédire le niveau de détresse psychologique élevé vécu par les participants âgés, vivre seuls non plus, etc. Je ne vais pas tout lire avec vous, là. Si on ne contrôle pas pour les autres variables, autrement dit, nous, en recherche, on appelle ça des analyses univariées. Donc, c'est la colonne du centre. Il y a le fait d'être une femme qui augmente, qui est associée de façon significative à la présence de détresse psychologique élevée au fil du temps. Le fait d'avoir des antécédents psychiatriques, donc d'avoir déjà des diagnostics d'anxiété de dépression et de prendre plus de 5 médicaments. La colonne qui est super intéressante, c'est la colonne à votre droite. Ici, c'est une colonne avec des résultats en multivariés, c'est-à-dire qu'on contrôle pour l'effet de toutes les autres variables dans le modèle de régression. Donc, vous voyez que le revenu est associé de façon négative, le R est négatif, à la présence de détresse psychologique élevée. Donc, quelqu'un qui a un plus faible revenu, c'est un facteur qui est associé à la présence de détresse psychologique plus élevée, le fait d'avoir des difficultés de mobilité, de se sentir seul. Ça, c'est super intéressant. C'est important de faire la distinction entre l'isolement, donc on peut être isolé socialement, vivre tout seul, mais ne pas se sentir seul. Puis l'inverse est aussi vrai. On peut être entouré de 15 personnes et se sentir seul. La solitude, c'est un sentiment subjectif. Et selon nos analyses statistiques, la solitude serait reliée de façon positive. Positive dans le sens, c'est dans le même sens que le niveau de détresse psychologique. L'insomnie et les plaintes cognitives. Les plaintes cognitives, ça, c'est des gens qui se plaignent d'avoir des troubles de mémoire, mais sans qu'il y ait vraiment de diagnostic clair de maladie d'Alzheimer ou de troubles cognitifs plus sévères. Donc, le fait d'avoir des plaintes cognitives, c'est un facteur toujours au T1 qui est associé qui est associé au niveau de détresse psychologique durant les autres temps de mesure, de façon significative, toujours en multivarié ici. Voilà pour ce résultat. Maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Jean-Philippe pour parler de satisfaction face à la vie. Oui, alors bonjour tout le monde, je suis content d'être avec vous pour présenter les résultats de notre étude. Donc, si on regarde le concept du bien-être psychologique, c'est important de voir que lorsqu'on évalue la détresse psychologique, on regarde la présence d'émotions négatives qui sont plus présents au quotidien. Mais si on veut regarder le concept de bien-être psychologique plus globalement, être bien psychologiquement, ce n'est pas juste avoir peu d'émotions négatives, mais avoir plus d'émotions positives aussi. Alors, on sait que ces deux choses ne sont pas toujours liées.
dans le sens que la personne peut avoir peu d'émotions négatives, mais aussi peu d'émotions positives, puis ça va être un profil qu'on va dire de bien-être psychologique qui est moins idéal. Alors, pour évaluer cet aspect-là, nous, on a regardé les données, une échelle de satisfaction à la vie. Puis en fait, on a posé les 5 questions à nos participants. Les questions suivantes. En général, est-ce que ma vie correspond de près à mes idéaux? Est-ce que mes conditions de vie sont excellentes? Est-ce que je suis satisfait dans ma vie? Est-ce que j'ai obtenu les choses que je voulais dans ma vie? Puis si je devais recommencer ma vie, est-ce que je ne changerais rien? Donc ça nous donne une idée de cet aspect-là plus positif du bien-être psychologique. Et on voulait évaluer comment est-ce que ce sentiment de satisfaction face à la vie a changé dans le temps. Et puis, ce qu'on voit, on a trouvé un patron intéressant où, durant la première vague, dans le fond, au printemps 2020, jusque durant l'été, on voit vraiment une diminution claire de la satisfaction à la vie, où les gens trouvent ça difficile de devoir vivre le confinement, même au cours de l'été, même durant la période où on est entre deux vagues. Par contre, lorsque l'automne recommence, on a vu un résultat qui suggère que le niveau de satisfaction à la vie a augmenté au-dessus du niveau de la première vague. Donc ça reflète un processus d'adaptation, en fait, où les gens ont commencé à s'habituer à ce nouveau mode de vie, à cette vie où ils sont plus confinés à la maison, il y a moins de contact direct avec les autres. Et puis ça se reflète, cette adaptation naturelle, notre capacité d'adaptation comme être humain, elle se met en place chez les personnes âgées dans notre étude, dans notre échantillon. Alors, on a regardé aussi d'autres facteurs qui peuvent être associés à ça. Puis ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est notamment le niveau d'activité physique et le sommeil au cours de la pandémie. Donc, pour évaluer l'activité physique, on a demandé aux gens de nous dire essentiellement au cours de la dernière semaine, au cours des 6 derniers jours, combien de temps vous avez passé assis, combien de temps vous avez passé à marcher, est-ce que vous avez fait de l'activité qu'on va dire modérée ou vigoureuse, donc le type d'activité qui vous demande de faire un effort physique qui vous fait respirer plus fort. Et puis, ce qu'on voit, le patron qu'on voit, tu peux changer de diapositive, Sébastien, c'est qu'entre le temps 1 et le temps 2, donc entre la première vague et l'été 2020, il y a une diminution du niveau d'activité physique. Là, ce que j'ai fait de ces différentes questions-là, pour vous aider à comprendre ce résultat, c'est qu'on crée un score global de METS, qui est une mesure essentiellement de combien d'énergie est-ce que la personne va dépenser au cours de la semaine en activité physique. Et puis, ce qu'on voit, c'est que durant l'été, au temps 2, malgré le fait que généralement l'été, les gens sont plus actifs, cette augmentation d'activité physique n'a pas eu lieu. Donc, entre le printemps 2020 et l'été 2020, les gens ont diminué la quantité d'activité physique qui a été faite et cette diminution-là s'est maintenue dans le temps. En fait, c'est maintenu lors de la deuxième vague à l'automne 2020. Donc, si on regarde au niveau du sommeil, comment est-ce que les gens ont changé leurs habitudes de sommeil dans le temps, ce qu'on voit ici, c'est que au cours de la pandémie, si on regarde le graphique à gauche, ça présente le nombre de temps que les gens vont passer au lit. Et puis, ce qui est notable ici, c'est qu'on voit qu'entre la première vague et l'été 2020, c'est assez stable, mais lors de la deuxième vague, les gens vont commencer à passer en moyenne 30 minutes plus de temps au lit que d'habitude. Par contre, si on regarde le graphique à droite, ce qui est le nombre d'heures que la personne rapporte avoir dormi, on voit que c'est stable dans le temps. Donc, il y a un patron dans lequel les gens vont passer plus de temps au lit, mais ils ne sont pas endormis, en fait. Donc, ils passent plus de temps à faire des activités sédentaires. Et ça, de façon intéressante, ça se reflète dans le sentiment de se sentir reposé à l'éveil. Puis ça, c'est la prochaine diapositive que je vais vous présenter. Puis ici, l'idée, c'est d'avoir quand les gens rapportent un score plus élevé, ça veut dire qu'ils se sentent plus reposés ou énergisés lorsqu'ils se lèvent le matin. Et ce qu'on voit, c'est qu'à partir de
de l'été 2020 et de la deuxième vague, c'est que les gens ils vont rapporter moins de se sentir moins reposés lorsqu'ils se lèvent. Donc, on voit un patron ici où les gens passent plus de temps, bien qu'ils passent plus de temps au lit, ils ne dorment pas davantage et leur sommeil semble moins récupérateur au cours du temps. Donc, ça, c'est au niveau des comportements de santé, on voit qu'il y a des changements qui se passent à ce niveau-là. On a voulu évaluer aussi quels étaient les facteurs qui allaient prédire l'adhérence aux consignes de distanciation sociale ou de distanciation physique. Et pour faire ça, nous avons posé 5 questions aux participants de l'étude pour leur demander jusqu'à quel point, à quelle fréquence est-ce qu'ils respectaient les différentes consignes sanitaires. Donc, on leur a demandé est-ce qu'ils minimisaient le contact avec les autres en restant à la maison? Est-ce qu'ils minimisaient les déplacements non essentiels à l'extérieur de la maison? Est-ce qu'ils évitaient de recevoir des visiteurs à la maison? Lorsqu'ils étaient à l'extérieur de la maison, est-ce qu'ils se tenaient à au moins 2 mètres des autres personnes? Et est-ce qu'ils évitaient les rencontres sociales avec plusieurs personnes? Durant la première vague, ce qu'on a remarqué ici, c'est que essentiellement, on voit qu'il y a à peu près un 12%, là, si on regarde les petites tranches dans ce graphique-là, c'est à peu près, il y a 12% de la population qui vont seulement adhérer parfois ou rarement à ces consignes sanitaires-là. Par contre, presque 50% de l'échantillon, une personne sur 2 va dire qu'ils vont le faire souvent, et 39%, et près de 40% vont dire que c'est toujours et presque toujours. Donc, si on regarde de façon générale, les gens sont assez adhérents, mais il y a quand même un sous-groupe qui semble moins vouloir respecter ces consignes-là de distanciation sociale. Donc, on voulait voir qu'est-ce qui va nous aider à prédire qui sont ces gens-là, en fait. Et puis, pour ça, on a regardé une série de facteurs prédicteurs. Et puis, ce qu'on voit, ce que je vous ai présenté ici, c'est les facteurs qui sont en gras, c'est les facteurs qui vont être associés à l'adhérence aux consignes sanitaires. Donc, on voit que l'âge, ce n'est pas un facteur qui est dans notre échantillon qui est associé à l'adhésion aux consignes de distanciation sociale. Les femmes, en général, ont tendance à être plus adhérentes que les hommes. Les gens qui vivent seuls, ils vont rapporter plus souvent ne pas être adhérents à la distanciation sociale comparé à ceux qui vivent avec quelqu'un d'autre. Chez les gens qui sont très adhérents, ils ont tendance à rapporter un plus grand sentiment de solitude. Par contre, il n'y avait aucune association entre le niveau d'adhérence aux consignes de distanciation sociale et le niveau de détresse psychologique. Ce que cela suggère, c'est que les gens qui restent chez eux, qui font la distanciation sociale, vont se sentir plus seuls que d'habitude, mais ne vont pas nécessairement rapporter plus de sentiments d'anxiété, de dépression dans ce contexte-là. On voit aussi que les gens qui ont un plus grand revenu sont plus adhérents. Puis ça peut probablement s'expliquer par le fait que les gens qui ont plus de revenus, ils ont probablement un meilleur environnement pour vivre la pandémie. Par exemple, au lieu d'avoir une petite chambre, une grande chambre ou même une maison en campagne, par exemple. Donc, l'expérience de la pandémie va beaucoup changer en fonction des ressources du contexte dans lequel cette pandémie-là est vécue. Puis je pense que le revenu, c'est un bon indicateur, en fait, des ressources que la personne a accès durant la pandémie. Ce qu'on voit aussi, c'est que les gens qui sont capables d'utiliser les technologies de communication, par exemple par vidéoconférence, pour rester en contact avec les autres, ont tendance aussi à être plus adhérents aux consignes de distanciation sociale. Donc ça, c'est l'ensemble des prédicteurs plus sociodémographiques et les caractéristiques psychologiques qui vont être associées à l'adhérence. Mais on a aussi demandé aux gens comment est-ce qu'ils comprenaient la pandémie, la COVID comme maladie, et puis aussi ces consignes-là. Quel sens est-ce qu'ils lui donnaient? Alors,
en évaluant ces facteurs-là, ce qu'on a voulu évaluer, c'est, on sait, les données objectives nous disent que les personnes âgées sont plus à risque de vivre des complications médicales s'ils développent la COVID. En fait, s'ils attrapent, s'ils sont infectés au virus et qu'ils développent la COVID. Par contre, les gens vont avoir différents sentiments subjectifs de la dangerosité du virus. C'est-à-dire, pour moi, là, si j'attrape, si je suis infecté à ce virus-là, est-ce que je crois que je suis en danger? Est-ce que je crois que ça va avoir des conséquences négatives? Alors, pour évaluer ça, on a utilisé deux facteurs. On a évalué d'une part, est-ce que vous vous sentez à risque d'attraper le virus? Et puis, si vous l'attrapez, est-ce que vous pensez que c'est dangereux pour vous? Et puis, ce qu'on voit, c'est que c'est seulement le sentiment que la COVID est quelque chose de dangereux pour la personne qui va être associé à une plus grande adhérence au conseil de distanciation sociale. On a aussi voulu évaluer comment est-ce que la compréhension puis le sens que les gens donnaient aux mesures de confinement avaient un impact sur leur adhérence à ces consignes-là. Puis ici, ce qu'on a voulu faire, c'est de distinguer deux grands types si vous voulez, de croyances ou de sens que les gens donnaient. C'est-à-dire, est-ce que le confinement, c'est en fait une façon efficace pour moi de me protéger personnellement contre la COVID puis contre les conséquences néfastes à la COVID? Ou plutôt, est-ce que je vois le confinement comme une stratégie qui est efficace pour protéger les autres, pour aider la société plus globalement à résoudre le problème? Et puis, parce qu'ici, le rationnel de cette approche-là, c'est qu'en situation de pandémie, c'est une situation qui implique tout le monde, puis on sait que notre action collective est très importante pour aider à résoudre la crise. Donc là, on s'est demandé, est-ce que c'est plus la croyance dans les bénéfices pour l'individu ou dans les bénéfices collectifs qui vont nous aider à prédire l'adhérence à la distanciation sociale? Et puis, ce qu'on a trouvé dans nos résultats, c'est que, en fait, c'est vraiment la croyance que le confinement est efficace pour protéger les autres qui est associée de façon positive à l'adhérence aux consignes de distanciation sociale. Donc, les gens qui pensent que ça va aider les autres, que ça va aider à protéger les gens plus vulnérables autour d'eux, ils vont avoir tendance à plus adhérents que les gens qui croient que le confinement, c'est important pour les protéger eux, en fait. Et de façon générale, ce qu'on voit, c'est que même si les gens trouvent que le confinement est frustrant et désagréable, ce n'est pas associé à l'adhérence en tant que telle. Donc, il semble que ces croyances-là, malgré les difficultés vécues par les gens, s'ils ont une croyance que c'est bien pour les autres, les gens vont avoir tendance à être plus adhérents. Donc, oui, c'est rendu à mon tour. Donc, on vous a présenté plusieurs résultats depuis tantôt. Là, je pense que c'est important de prendre du temps pour revenir sur certains résultats plus importants. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir de la conférence d'aujourd'hui? Tout d'abord, il y a 20% des aînés québécois, comme j'ai dit tantôt, qui rapportent un niveau de détresse psychologique cliniquement significatif et c'est relativement stable dans le temps, un 20% d'aînés québécois. Mais en même temps, comme ça a été dit par mon collègue Jean-Philippe, la plupart des aînés, il y a 80% qui va quand même, 80% des aînés qui vont quand même assez bien. Donc, la plupart des aînés québécois présentent un profil d'adaptation et de résilience face à la pandémie. Donc, les aînés ont su s'adapter à la pandémie, su s'adapter au virus. Les données de notre étude québécoise sont similaires à des données qu'on observe dans d'autres pays. Et ce que les recherches mondiales, internationales démontrent, c'est que c'est les jeunes de 16 à 24 ans qui seraient les plus à risque de vivre de la détresse psychologique liée à la pandémie comparativement aux aînés. Donc, ce n'est pas le groupe d'âge, les 65 ans et plus, 70 ans et plus, ce n'est pas le groupe d'âge qui est affecté psychologiquement parlant le plus par la pandémie depuis la première vague en mars 2020. Donc, ça a été rapporté dans plusieurs études internationales et nos résultats vont dans cette direction-là. Là, on pourrait se poser la question pourquoi les aînés sont moins affectés psychologiquement par la pandémie. En fait, il existe plusieurs théories en psychologie du vieillissement. Peut-être que les aînés, on pourrait se poser la question ensemble, peut-être que les aînés, il y a une expérience de vie, ils en ont vu d'autres.
Ils ont vécu, les très, très, très âgés ont vécu d'autres crises, hein, la Grande Dépression en 1929, les guerres mondiales. Donc, beaucoup, beaucoup de crises humanitaires, peut-être pas des aussi grosses crises que la crise qui est vécue présentement, mais le fait d'avoir vécu plusieurs choses durant ta vie fait en sorte que tu remets les choses en perspective, ça te permet de relativiser, ça te permet peut-être de traverser, hein, il y a une certaine résilience qui se développe. Et également, il y a une théorie qui dit que les aînés ont plus tendance à voir le verre à moitié plein que de voir le verre à moitié vide si on compare à des groupes d'âge plus jeunes. Donc, les aînés ont une certaine propension au bonheur en vieillissant. Donc, c'est possible que, oui, la pandémie, c'est difficile pour tout le monde. On est tous dans le même bateau présentement, mais peut-être que les aînés ont tendance à percevoir ça de façon un peu moins négative, contrairement aux adultes plus jeunes. Puis une autre façon aussi de comprendre ces résultats-là, pourquoi ça affecte autant les adultes plus jeunes, la pandémie, surtout la première vague. En fait aussi, toutes les autres, les vagues suivantes, c'est qu'il y a aussi jusqu'à quel point le virus vient affecter ton fonctionnement quotidien, tes habitudes de vie. Donc, les 16-24 ans, c'est super important à cet âge-là de rencontrer tes amis, de sortir, d'aller dans les clubs, de fêter avec tes amis. Puis là, du jour au lendemain, tout ça était devenu impossible. Tandis que rendu à l'âge de 65, 75, 85 ans, c'est moins important. Donc, oui, les relations sociales sont moins importantes, mais les relations sociales sont autant importantes, mais le besoin de sortir, rencontrer les gens, c'est peut-être un peu moins important dans les groupes d'âge, chez les gens un peu plus âgés. Donc, vous voyez, il y a différentes théories là, qui permettent d'expliquer ces résultats-là. Oui, c'est ça. Puis si, hein, pour aller dans le même sens, si on regarde quelles ont été les conséquences du confinement, un peu comme Sébastien le mentionne, on sait que, par exemple, chez les personnes âgées, il va avoir une tendance à prioriser la qualité plutôt que la quantité des relations interpersonnelles. Alors, ce qu'on voit dans notre étude, c'est que le confinement, c'est effectivement associé à une augmentation de ce sentiment-là de solitude, mais pas nécessairement de la détresse psychologique en soi. C'est plus les gens qui vont avoir plus de détresse psychologique, je pense que c'est lié à d'autres facteurs qui vont être associés. Mais en regardant nos données sur la qualité de vie, on voit que, en fait, la plupart des gens sont résilients. Hein. C'est 80% de la population qui, en fait, vont même vivre une augmentation de la satisfaction dans la vie. Donc, c'est sûr il y a une partie des aînés qui vont vraiment avoir des difficultés et qui ont besoin d'aide, mais il y a aussi des gens pour qui ça a été une période de repenser à sa vie et de choisir comment est-ce qu'on peut faire le plus du temps qu'on a, des nouvelles opportunités qu'on a de continuer à maintenir des liens avec les personnes qui nous sont chères. On a vu de façon intéressante que même chez les personnes âgées qui sont à risque de la COVID, c'est vraiment la croyance que ces mesures-là de confinement sont bonnes pour les autres, qui ont l'impression qu'en restant chez eux, qui contribuent à gérer la situation, à protéger les autres. Par contre, ce qu'on voit, c'est que, mis à part cette adaptation psychologique-là, il y a des changements qui sont je vous dirais un petit peu inquiétant au niveau des comportements de santé. Donc, notamment la diminution de l'activité physique, le temps passé prolongé au lit, l'augmentation des comportements sédentaires qui va augmenter le risque de déconditionnement physique. Et puis ça, c'est le déconditionnement physique, l'augmentation de l'obésité, puis on voit que ces conséquences-là peuvent avoir des conséquences plus à long terme sur la santé physique des aînés. Donc, il va vraiment être important de faire un retour à ces activités-là, au mesure que le Québec se déconfine, que les gens recommencent à être actifs, mais de façon graduelle aussi pour reconnaître qu'il y a vraiment eu un changement à ce niveau-là. Donc en pensant à la période post-pandémie, je pense qu'il est important de considérer qui sont les gens qui vont avoir besoin d'aide, puis il va y en avoir un sous-groupe qui vont avoir besoin d'aide au niveau psychologique. Mais pour ceux il y a des gens qu'au niveau psychologique, ça va bien, mais c'est au niveau des comportements de santé, activité physique, sommeil, pour lesquels il va avoir plus besoin d'un retour graduel vers un mode de vie plus sain. Donc, écoutez, on est rendu déjà à la fin de la conférence. C'est important de mentionner
mentionner que nous ne sommes pas seuls dans cette étude-là. Hein. C'est une grosse enquête, donc il y a des étudiants qui sont impliqués, des co-investigateurs, des co-chercheurs également. Vous avez les noms devant vos yeux. Donc, on remercie évidemment tous ces gens-là d'avoir participé à l'étude.